Une incroyable mission, décisive pour le sort de la Grande Guerre, se déroulait 600 km plus à l'ouest. À Écosville, en Normandie, cet épisode a laissé une trace bien énigmatique dans le paysage. Dans ce paisible coin de bocage, situé en plein cœur de la presqu'île du Cotentin, la présence de cet immense édifice, complètement isolé, a de quoi surprendre. On est sur 150 mètres en longueur, on est sur 40 mètres au sol et sur 32 mètres en hauteur. À quoi ce hangar gigantesque construit par l'armée française à partir de 1917 a-t-il bien pu servir? Que préparait-on de si secret ici? Une chose est sûre, les militaires n'ont pas lésiné sur les moyens pour construire ce bâtiment. L'édifice est un véritable concentré des techniques de construction les plus novatrices. On est vraiment sur une révolution. Il ne faut pas oublier que le béton armé, c'est fin du 19e. On est sur un autre matériau que les matériaux classiques, en gros la pierre, le bois et l'acier. Mais lorsque le chantier de ce bâtiment hors norme commence en 1917, la ligne de front est à plus de 350 km. Alors pour quelle raison l'armée a-t-elle choisi un emplacement aussi éloigné? C'est un endroit qui paraît très tranquille. Et pourtant, on est dans une zone stratégique. Pour comprendre l'intérêt stratégique de cette coque de béton de plus de 500 tonnes, il faut s'intéresser à son environnement géographique. Ici, nous ne sommes qu'à 8 km des côtes de la Manche. Vous avez cette autoroute maritime qui est là. Et il faut surveiller cette autoroute parce qu'il y a une menace. Et cette menace, elle est sous l'eau. Ce sont les sous-marins allemands. Depuis le début de la guerre, les 380 sous-marins allemands font des ravages dans les rangs des navires alliés. À la fin de 1916, ils ont déjà coulé plus de 2000 bateaux. La France subit de plein fouet cette guerre sous-marine. Ses pertes sont colossales. L'armée doit absolument trouver la parade. Le ravitaillement du front en dépend. Plus de charbon pour les Français, plus de viande d'Argentine, de blé des États-Unis, de coton, d'armes que l'on importe. En 6 mois, la guerre est gagnée, dit l'amiral von Tirpitz, qui est le chef de la marine allemande. Rien n'avait préparé l'état-major allié à un tel défi tactique. Mais comment contrer les sous-marins allemands? Très vite, les stratèges de l'armée comprennent qu'ils vont devoir utiliser une nouvelle arme capable de traquer l'ennemi en pleine mer. Ces armes deviennent vraiment des armes de tout premier plan. Elles vont tenir des rôles vraiment stratégiques dans l'issue de la guerre. Mais quelle est cette fameuse arme capable de sécuriser le trafic maritime en contrant un ennemi furtif, donc particulièrement difficile à combattre? Les militaires en sont persuadés, c'est du ciel que viendra le salut. Grâce à un engin susceptible de voler sans problème pendant des heures. Dès septembre 1916, le ministère de la Marine va d'ailleurs développer considérablement tout ce qui est moyens aériens pour la sécurité des côtes, et notamment des ballons dirigeables. Donc il y en a une trentaine qui sont commandés et qui vont être répartis sur 12 centres d'aérostation maritime, c'est comme ça que ça s'appelle, tout le long des côtes, autour de chaque port. Un nouveau dirigeable sort alors chaque mois des usines françaises. Ces géants font plusieurs dizaines de mètres de long et dépassent les 20 mètres de haut. Et les Français ne sont pas les seuls à fabriquer des dirigeables pour contrer les sous-marins allemands. Au total, les Alliés en utiliseront près de 350 jusqu'à la fin du conflit. Le rôle de ces gigantesques hangars est bien sûr de les abriter entre deux missions. Parce qu'ils se trouvent sur la presqu'île du Cotentin, celui d'Écosville est alors l'un des mieux situés. Vous avez cette langue de terre, le département de la Manche, qui s'avance là sur la mer. Et là, vous avez le port de Cherbourg, qui est un port essentiel pour les Français. On est proche des côtes, on est à 10 km des îles Saint-Marcouf, où se cachent les sous-marins la plupart du temps. Alors de l'autre côté, côté ouest, on est sur les îles anglo-normandes, on peut donc faire le tour, on est bien placé. Mais ces dirigeables présentent un défaut majeur. Ce sont de vraies bombes prêtes à exploser à tout moment, même au sol. Car ils sont gonflés à l'hydrogène, un gaz hautement inflammable fabriqué sur place.
Les bacs que nous voyons ici sont donc des bacs à eau, qui est une des 3 composantes qui servaient à fabriquer l'hydrogène, donc pour les dirigeables. Alors tout ça, ça participait d'une chaîne entière de fabrication. Le tout assemblé était stocké dans des gazomètres et on insufflait le gaz directement dans les enveloppes caoutchouc des dirigeables qui étaient donc dans le hangar. À ce moment-là, la moindre erreur de manipulation peut être fatale. Il faut donc les inspecter régulièrement pour s'assurer que leur enveloppe, particulièrement fragile, ne fuit pas. Parce qu'on est sur des dirigeables en caoutchouc naturel, de l'EVA tout simplement. C'est un matériau qui est très sensible aux UV, en fait aux rayons du soleil. Le soleil désagrège le caoutchouc, donc il est protégé à l'intérieur de son hangar. Ensuite, pour ce qui est de la maintenance et de l'entretien à proprement dit du dirigeable, ce système de passerelle centrale permet au personnel d'aller voir sur le dessus, voir s'il n'y a pas des trous. Chaque fois qu'une mission va partir, c'est l'effervescence parmi les 250 employés de la base. Le décollage est un moment toujours très délicat. Sur les plus grands ballons, au moment de la sortie ou de l'entrée, c'est 80-100 hommes qui manœuvrent sous les ordres d'un officier de manœuvre pour que la manœuvre se fasse au mieux, à cause toujours du danger de l'hydrogène. Et il n'y a surtout aucun objet métallique dans les poches pour éviter, s'il y avait des fuites de gaz, pour éviter un problème. En quelques minutes, le dirigeable rejoint le large. La chasse aux sous-marins peut commencer. Il y a 2 types de missions pour ces ballons dirigeables. La première, c'est l'escorte de convoi qui peut arriver de l'autre côté de l'Atlantique et qu'il va escorter jusqu'au port le plus proche. La deuxième mission, c'est la patrouille. Les ballons vont sur les côtes et le plus loin possible en fonction de la météo pour repérer éventuellement des sous-marins et puis les champs de mines posés par les sous-marins. Alors pourquoi les Alliés ont-ils misé sur un engin aussi délicat à manier pour assurer leur sécurité en mer? Tout simplement parce qu'en 1917, les avions sont encore incapables d'effectuer de telles missions. Le dirigeable a une technologie beaucoup plus avancée pour ces missions-là. C'est-à-dire qu'on est sur une autonomie de vol qui est largement supérieure à l'aviation, puisque en 1917, un avion, c'est 2 heures. Donc aller-retour, ça ne marche pas. Une fois stationné au-dessus d'un convoi à près de 1000 mètres d'altitude, le dirigeable chargé de le protéger guette le moindre sillage suspect en surface. Dès qu'un sous-marin allemand est repéré, c'est le branle-bas de combat dans la nacelle. Les plus gros dirigeables peuvent emporter 8 hommes et jusqu'à 800 kg de bombes. Certains sont même équipés d'un canon. Tout est mis en œuvre pour neutraliser l'ennemi avant qu'il ait pu lancer ses torpilles. En se positionnant au-dessus du sillage du sous-marin, ils peuvent non seulement le bombarder, mais ils peuvent aussi, si c'est nécessaire, rester faire le guet en positionnement au-dessus de ce point, ce qu'un hydravion ne peut pas faire. Et ils peuvent guider comme ça par TSF et les bateaux de surface qui, eux, vont grenader le point qui est désigné. Pour les Alliés, le recours au dirigeable est un succès total. La plupart des attaques de sous-marins allemands sont contrées à temps. À la fin du conflit, plus de 200 d'entre eux seront portés disparus. Grâce à l'intervention providentielle des dirigeables, le front peut à nouveau être ravitaillé normalement. Les ballons dirigeables ont surtout un rôle dissuasif finalement. Dès le moment où on a su qu'en positionnant un ballon dirigeable au-dessus d'un convoi, finalement, on lui assurait une sorte de sécurité. Effectivement, on va pas négliger cette arme-là. Il y a très peu de bateaux coulés à partir de l'été 1918, alors que c'est là qu'arrive la masse des soldats américains en Europe. Si l'histoire de ces dirigeables est restée largement méconnue jusqu'à aujourd'hui, ces engins ont donc joué un rôle déterminant dans l'issue du conflit. C'est un véritable tournant dans la guerre, parce que la guerre sous-marine, elle a provoqué les États-Unis, puisqu'on a coulé des bateaux américains. Donc les Allemands qui pensaient gagner la guerre en 6 mois, en réalité, ils ont entraîné dans la guerre la première puissance industrielle du monde. Donc ils ont scellé leur sort, en réalité, et ils ont contribué à creuser leur tombe. Ironie de l'histoire, le dirigeable sera bientôt dépassé techniquement par les progrès de l'aviation, avant d'être définitivement abandonné par l'armée. Mais le hangar d'Ecosville témoigne aujourd'hui encore de cet incroyable épisode de la Grande Guerre.